Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. Il est 20h15, c'est Info Soir. Tout de suite, les titres de cette édition. Le Maroc et le Nigeria, deux poids lourds du continent africain déterminés à renforcer davantage la coopération. Sa Majesté le Roi a eu un entretien téléphonique avec le président de la République fédérale du Nigeria, Muhammadu Buhari. La campagne nationale de vaccination se poursuit à un rythme soutenu. Plus de 200 000 personnes ont été vaccinées contre le Covid-19 jusqu'à ce soir, 18h. Nous étions aujourd'hui avec des éléments de la garde royale qui ont reçu la première dose du vaccin. Prolongation du couvre-feu et des restrictions pour 2 semaines supplémentaires. Quel est l'impact du confinement sur les Marocains? Salim Abou répondra à cette question dans sa chronique Un regard sur la société. L'innovation, un impératif de pérennité pour l'entreprise, surtout durant ce contexte de crise sanitaire. Pour en parler, le président du comité Innovation et Investissement au sein de l'Agence de développement et du digital, Ali Lamrani, est l'invité de ce journal. Le contact est régulier et les domaines de coopération de plus en plus larges. Le Maroc et le Nigeria, deux poids lourds du continent africain, entretiennent des relations étroites. Sa Majesté le Roi a eu un entretien téléphonique avec le président de la République fédérale du Nigeria, Muhammadu Buhari. Parmi les sujets abordés lors de cet entretien, le gazoduc Nigeria-Maroc et la création d'une usine de production d'engrais au Nigeria. Les détails avec Amina Mtra. Une dynamique positive marque les relations bilatérales entre Rabat et Abuja. Sa Majesté le roi Mohammed VI et le président nigérian Muhammadu Buhari se sont félicités de la qualité des liens entre les deux pays au cours d'un entretien téléphonique. Ces liens se sont raffermis depuis la visite royale de 2016 qui a abouti sur la signature de plusieurs accords de coopération. Des résultats aussi fructueux ont été réalisés en 2018 au cours du déplacement officiel du président du Nigeria au Maroc. Pour accélérer cette dynamique, les deux chefs d'État ont exprimé leur détermination commune à poursuivre et concrétiser dans les meilleurs délais les projets stratégiques entre les deux pays, particulièrement le gazoduc Nigeria-Maroc et la création d'une usine de production d'engrais dans le pays d'Afrique de l'Ouest. Le président Buhari a aussi profité de cet entretien téléphonique pour remercier Sa Majesté le roi Mohammed VI pour son appui solidaire dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, un appui qui se manifeste notamment à travers la formation des imams nigérians à l'Institut Mohammed VI de formation des imams Mourchidines et Mourchidat. Renforcer la coopération sud-sud, c'est un axe prioritaire de la politique étrangère du Maroc. Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourreta, a reçu aujourd'hui le conseiller spécial du chef d'État de la République démocratique du Congo en matière de sécurité. Une réunion consacrée aux défis sécuritaires dans la sous-région et le continent africain dans un contexte marqué par la menace terroriste. Ces entretiens font suite au message de Sa Majesté le Roi au président congolais remis en décembre dernier par Mohsin Jazouli. Cet entretien intervient à la veille du début du mandat du président congolais Félix Tshisekedi à la tête de la présidence tournante de l'Union africaine qui succède ainsi à son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. Direction à présent le Niger, où l'affiche du second tour de la présidentielle est confirmée. La Cour constitutionnelle nigérienne a validé les résultats du premier tour du 27 décembre dernier. Sur les 30 candidats, c'est bien Mohamed Bazoum qui arrive en tête, suivi de l'ex-président Mahaman Ousmane. Ils sont donc tous les deux candidats retenus par la Cour pour le second tour du 21 février prochain. Valide et proclame les résultats définitifs. Le coup d'État qui aurait été perpétré ce lundi en Birmanie par l'armée qui a arrêté la chef de facto du gouvernement civil et d'autres dirigeants a entraîné une pluie de condamnations à travers le monde. Les États-Unis en tête, Washington comme d'autres pays occidentaux avaient exhorté l'armée le 29 janvier à adhérer aux normes démocratiques alors que le chef de l'armée les avait déclaré que la constitution du pays pouvait être révoquée dans certaines circonstances. Faisons à présent le point sur la pandémie de Covid-19 dans le monde. Le Portugal semble dépassé par l'ampleur des nouvelles infections. Le pays a battu des records de contamination et de décès ces 4 dernières semaines. En France, de nouvelles restrictions sont entrées en vigueur. Elles concernent les voyageurs au départ et à l'arrivée. Les détails avec Mamadou Diaye.
Devant cet hôpital universitaire Santa Maria au Portugal, le défilé des ambulances est sans répit depuis plusieurs jours. Le nombre de cas d'infection a grimpé de 43% pour le seul mois de janvier, une période particulièrement macabre. Plus de 5000 malades ont succombé du coronavirus. À l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, le passeport et le visa traditionnel ne suffisent plus pour embarquer. Le voyageur doit également présenter un test négatif au Covid-19 datant d'au moins de 72 heures et justifier le motif impérieux de son déplacement. La dame contrôle mes documents et j'ai tout prévu pour aller travailler à Saint-Martin. Après c'est un peu compliqué parce qu'il faut s'organiser à l'avance, faire des papiers. On croise les doigts, on espère que ça va passer quand même. Le pays se barricade pour éviter un reconfinement. De son côté, l'Italie assouplit les mesures de restriction. Cafés, restaurants et musées sont autorisés à rouvrir et plus aucune région italienne n'est classée zone rouge. En Chine, les experts de l'OMS poursuivent leur enquête. Étape ce lundi au Centre de contrôle et de prévention des maladies dans la province de Hubei, là où le virus a fait son apparition pour la première fois en 2019. Arrêtons-nous à présent, comme tous les soirs, sur les derniers chiffres du Covid au Maroc. Durant ces dernières 24 heures, 201 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés, un intervalle durant lequel 12 décès ont été annoncés. Pour ce qui est des guérisons, 892 rémissions ont été répertoriées à travers les différentes régions du royaume. Autre chiffre, cet indicateur qui, selon le ministère de la Santé, permet d'affirmer que le lancement de l'opération de vaccination se déroule dans les meilleures conditions. Plus de 200 000 personnes ont été vaccinées contre le Covid-19 jusqu'à ce soir, 18h. Le ministère de la Santé annonce qu'il communiquera le bilan quotidien de la campagne de vaccination anti-Covid dans le cadre de son bulletin quotidien de la surveillance épidémiologique. Et parmi les catégories prioritaires de cette première phase de la campagne de vaccination, il y a, vous le savez, les personnes âgées, les fonctionnaires, les agents de sûreté nationale et les éléments de la garde royale. Dans un respect exemplaire des protocoles sanitaires, ils ont reçu aujourd'hui la première dose du vaccin. Reportage Marie Mamellel et Hicham Souni. Le récit est de Oussama Al-Bqali. Les éléments de la garde royale prennent part à la campagne nationale de vaccination contre le virus de la Covid-19. C'est dans le cadre d'un strict protocole sanitaire que s'est déroulée ce matin cette opération de vaccination. À l'image, on voit ces militaires attendre leur tour pour recevoir la première dose du vaccin. Après avoir présenté leurs informations personnelles et leur cahier de santé et fait l'objet d'un examen médical, ils peuvent enfin être vaccinés. Suivant un protocole rigoureux, les cadres médicaux militaires ont reçu la formation nécessaire afin de mener cette opération dans le respect complet des mesures barrières. Une fois la première dose du vaccin reçue, ces militaires resteront quelques minutes sous observation pour s'assurer de l'absence de tout effet secondaire indésirable avant de quitter cette salle, cahier de santé en main. Cette opération de vaccination s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale qui vise à immuniser toutes les composantes du peuple marocain. Une campagne qui se déroule de façon progressive et qui permettra de contenir la propagation du virus dans la perspective d'un retour à la vie normale. Et sachez que le gouvernement a décidé de prolonger de 2 semaines à compter de demain, mardi 2 février à 21h, les mesures de précaution adoptées le 13 janvier dernier pour lutter contre le Covid-19. Et cela fait presque 1 an que nous devons composer avec les différentes mesures sanitaires. Pour en parler dans le cadre de sa chronique, un regard sur la société, Salima Benabou nous a rejoint sur ce plateau. Salima, bonsoir. Bonsoir Yassine, bonsoir à tous. Alors le couvre-feu national en vigueur depuis le 23 décembre a été prolongé. On le sait, la question était sur toutes les lèvres. En tout cas, Yassine, c'est une mesure à laquelle s'attendaient bon nombre de Marocains, puisqu'à la question posée sur la page Instagram de 2M, pensez-vous que le couvre-feu sera prolongé? Vous avez été plus de 21 000 à répondre. 60% d'entre vous ont répondu oui. En tout cas, tous les scénarios étaient envisageables, entre levée complète ou localisée, aménagement des horaires du couvre-feu. Le débat était loin d'être tranché. Écoutez ces quelques réactions des citoyens au micro de Soumiya Dohaimi juste avant l'annonce de la nouvelle. كنظن جا الوقت مع الحالات اللي تناقصت بزاف في المغرب وداك الشيء كنظن جا الوقت المناسب باش ينقصوا علينا شويه من هاد لي ريستريكسيون. لو كوفر نقص من الحالات ديال المصابين ما كرهناش يزيدوا الوقت حتى 10 على الاقل ولا 12. حنا ماشي ضد، حنا ضد الوباء،
Moi, personnellement, je suis avec le couvre-feu. شي مع الوقت ولا كيأثر علينا حتى نفسيا كنمشيو للخدمه كنرجعوا للدار يعني ما كنديروش شي حاجه اللي غادي نتنفسوا بها اللي غادي نبدلوا بها شويه ديال الجو. Alors Salima, comme vient de le dire cette personne interviewée, quel est l'impact du confinement sur les Marocains? L'anxiété saine est le principal impact psychologique selon cette étude menée par le HCP, le Haut Commissariat au Plan. Elle révèle aussi que 41% des ménages marocains ressentent de la peur et de l'incertitude, exprimant parfois un sentiment de claustrophobie, sans oublier bien évidemment l'impact sur l'économie et notamment le secteur de la restauration touché directement par ce couvre-feu. Près d'un établissement sur deux a mis la clé sous la porte car privé du service du soir. Est-ce que les pays plus préventifs s'en sortent mieux que les autres? C'est votre prochaine question. Tout à fait. Tout à fait. Allez-y, est-ce que les pays plus préventifs s'en sortent mieux que les autres? Exactement. Pour le vérifier, je vous propose d'aller en Europe et en Amérique latine, notamment en Suède et au Brésil, deux pays réputés pour leur laxisme, leur souplesse. Leurs gouvernements respectifs ont fait marche arrière ces derniers jours à Sao Paulo, par exemple. Le Covid a fait une victime toutes les 6 minutes. L'État a décidé cette semaine la fermeture partielle des restaurants. Et je vous propose d'aller encore un peu plus loin, en Thaïlande. Le couvre-feu strict appliqué au début de la crise est depuis cet automne allégé. Aujourd'hui, le pays recense près d'1 millier de cas par jour. On est loin de la dizaine dépistés quotidiennement. Et enfin, dernier exemple, il tranche avec les précédents. Taïwan, selon l'université Johns Hopkins, qui recense les cas dans le monde, cet archipel de 25 millions d'habitants enregistre au total moins d'1 millier de cas. Et pourtant, les autorités ont dès le départ et jusqu'à présent écarté la mise en place d'un couvre-feu. Le pays mise sur l'implication de la société et le port du masque en toutes circonstances. Merci Salima pour ce décryptage. On vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau regard sur la société. On va à présent parler de cette lueur d'espoir pour les professionnels du tourisme. Opérateurs et acteurs du secteur comptent sur le lancement de la campagne de vaccination pour relancer l'activité et le tourisme durement touché par la pandémie. Exemple à Chefchaouen avec ce reportage de Sder Benzena et Falid Reitou, le récit est de Mamadou Diaye. Tel un bijou perdu dans les montagnes, Chefchaouen n'a pour autant rien perdu de sa superbe au bleu tombé du ciel. L'absence de touristes a tout de même fini de plonger la ville dans un calme inhabituel. Sans doute plus pour longtemps, espèrent ces acteurs touristiques, avec le lancement de la campagne nationale de vaccination. Heureusement, la campagne de vaccination a débuté. On avait hâte qu'elle commence, car la vaccination des citoyens et des visiteurs dans leur pays permettra la relance de l'activité et de retrouver un rythme habituel. L'avènement de la pandémie a été lourdement ressenti par les professionnels du secteur, l'occasion pour certains de se réinventer avec l'objectif d'atténuer le choc économique dû au Covid-19. Ça fait une dizaine de mois qu'on attend avec impatience le démarrage de la vaccination au niveau du territoire marocain. On essaie au maximum de mettre en place des promotions, on essaie de démarcher un nouveau secteur, que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle internationale, pour essayer de récupérer notre grande part du marché qu'on a perdu avec cette pandémie-là. Malgré une baisse de plus de 50% des revenus du secteur notée entre janvier et novembre 2020, les acteurs nourrissent aujourd'hui l'espoir de lendemain meilleur, l'opportunité de conquérir de nouveaux marchés au niveau national, sous-régional et international. Restez avec nous à suivre en deuxième partie de ce journal. Ce débat au Parlement sur la politique gouvernementale d'appui du produit national, le soutien à l'entreprise nationale, était au cœur de cette séance lors de laquelle Saïd El Athmani a répondu aux questions des députés. Son parcours est riche et diversifié. Mohamed Achaour, réalisateur, scénariste et producteur, fait un tournant dans sa carrière pour réaliser son rêve d'enfant, monter sur les planches avec un one-man show. Il nous en parlera dans un instant. Mohamed Achaour est l'invité salon de ce journal. Mais avant cela, un constat. C'est l'un des secteurs qui a le plus recruté en 2020 malgré les effets de la crise. Le marché des centres d'appel a même généré l'année dernière plus de 58% des offres d'emploi au Maroc. Un vivier d'emploi dynamique qui recrute de manière régulière pour accompagner une demande croissante sur les services d'externalisation. Exemple à Fès dans ce reportage de Al Dilhmini. Le commentaire est de Mehdi Boukhal.
À 19 ans, c'est son premier pas dans le monde du travail. Un baptême de feu pour Habiba qui démarre dans le secteur des centres d'appel. Un marché qui défie cette crise et qui recrute à tour de bras. Mais avant de débuter sa jeune carrière, la candidate doit subir une série de tests, mais aussi un entretien oral pour confirmer sa candidature. Mon plan de carrière est de gravir les échelons et de pourquoi pas devenir un responsable d'activité. Et on est amené à recruter plusieurs dizaines de collaborateurs chaque semaine. Donc c'est une bonne opportunité pour des personnes qui ont envie de venir découvrir un métier, développer leurs compétences, quelle que soit leur formation, leur expérience ou leur diplôme, puisque tout ce qui compte pour nous, c'est leur motivation et leur niveau de maîtrise de la langue. L'outsourcing est le secteur qui n'a pas arrêté les recrutements au cours de cette crise. En 2020, il a totalisé près de 68% des postes ouverts au niveau du marché de l'emploi marocain. Plus qu'un simple job de débutant, c'est un métier qui offre une véritable carrière pour les jeunes Marocains. Tout collaborateur est formé dès son intégration pendant plusieurs semaines et tout au long de sa carrière au sein de l'entreprise afin de l'aider à développer ses compétences, à se développer et évoluer au sein de l'entreprise. Il faut savoir que 90% de nos managers sont issus de la promotion interne. On a des anciens conseillers clients qui font aujourd'hui partie du comité de direction. Implanté dans plusieurs villes du royaume, cet opérateur présent au Maroc depuis 20 ans emploie à lui seul 10 000 personnes. Il faut savoir que les centres d'appel est un marché qui emploie près de 75 000 personnes dans le royaume. Et durant cette crise sanitaire, les entreprises et les start-up marocaines ont fait preuve d'un grand sens de créativité et d'innovation. Une dynamique qui a permis au Royaume d'améliorer en 2020 son classement dans le dernier indice mondial de l'innovation publié par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Le Maroc grimpe ainsi à la 75e place mondiale sur 131 pays, soit une marche de plus par rapport à 2019. Le Maroc obtient des notes positives dans les domaines de la transformation, des investissements effectués dans l'innovation et produits et services concrets. Et pour parler de l'innovation, un impératif de pérennité pour l'entreprise, nous recevons ce soir le président du comité innovation et investissement au sein de l'agence de développement du digital, Aïdil Amrani. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors les entreprises marocaines innovent, mais avant de savoir à quel rythme, quel est aujourd'hui le rôle de ce comité que vous présidez ? En fait, c'est un comité lancé récemment par le chef du gouvernement, le président du conseil de l'ADD et le ministre de tutelle, le ministre de l'Industrie, pour mission de proposer et recommander des avancées technologiques, des innovations au gouvernement, aussi leur impact sur le pays. Selon le besoin, le comité va aussi fournir de l'expertise technologique à l'agence, à l'ADD. Concrètement, comment une entreprise peut en bénéficier ? Au fait, l'entreprise peut bénéficier des services des chantiers de l'ADD. L'ADD, l'agence digitale de développement du digital, travaille sur un ensemble de chantiers, une quinzaine de chantiers, et beaucoup d'entre elles ciblent la PME, la grande entreprise, les entités publiques aussi. Alors, quels sont les leviers que vous allez mettre en œuvre en 2021 ? En fait, en 2021, le comité n'a pas encore présenté ses recommandations. D'ailleurs, le comité a été créé récemment. Mais on est en train d'échanger sur deux sujets. Le premier, c'est d'élaborer, de travailler sur une stratégie nationale de l'AI, de l'intelligence artificielle. Identifier les besoins en termes de ressources, en termes d'infrastructures, leur impact sur le pays, et aussi identifier des niches et des opportunités de développement pour l'intelligence artificielle au Maroc. Est-ce qu'on peut dire que l'entreprise marocaine est innovante ? Certaines un peu, beaucoup non. Au fait, l'innovation au sein d'une entreprise, de la grande entreprise au Maroc, on la voit comme une fonction de trois choses majeures. Le leadership, c'est important, le mindset et les systèmes. Est-ce qu'elle est innovante ou pas ? D'abord, il faut avoir un système en place pour pouvoir juger et mesurer le degré d'innovation de l'entreprise. Donc, ce qu'on voit, c'est un début. En fait, si on compare il y a quelques années, on voit qu'il y a beaucoup d'innovation. On voit que l'entreprise marocaine commence à innover, commence à bouger. Malheureusement, en fait, la grande entreprise fait beaucoup
se concentre beaucoup sur les systèmes, sur les outils, sur les idées. Alors justement, si on devait énumérer rapidement les freins, quelles sont les barrières à l'innovation? Les barrières, c'est je dirais, quand je parle du leadership, ça veut dire qu'il y a un manque de vision. Une vision, c'est aussi une base d'évaluation qui permet ces entreprises de mesurer leur innovation, l'impact de leur innovation, le succès de leur innovation. Une autre barrière, on parle aussi de la concentration sur les systèmes, sur les outils, alors qu'il faut travailler plus sur le mindset, sur l'état d'esprit de l'organisation, sur les éléments de l'organisation qui vont encourager l'innovation au sein de cette organisation. Alors, dernière question, nous avons vu, on en a parlé, le dernier classement du Maroc dans l'indice mondial de l'innovation pour l'année 2020. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus et c'est quoi les points qu'il faut améliorer? Au fait, c'est vrai, le Maroc a gagné quelques points. Il y a plusieurs organisations qui classent les pays selon l'innovation. Ce qu'il y a de nouveau sur ce classement, c'est que le Maroc commence à gagner des points dans le output de l'innovation. C'est une très bonne chose parce que, si on voit les dernières années, le Maroc, on sait qu'il y a une volonté. Le Maroc met des ressources, plusieurs initiatives. Donc, on est souvent beaucoup mieux classé en input qu'en output. Ça veut dire qu'il y a une inefficacité des programmes d'innovation. Alors, en 2020, on a vu qu'il y a une amélioration du output. Si on veut mieux améliorer, en fait, cette amélioration a été due aux quelques points qu'on a gagnés dans le Doing Business, dans les initiatives lancées par le gouvernement. Mais si on veut mieux aller plus loin, il faut... le Maroc a un système national d'innovation assez riche. Il faut améliorer la collaboration, la confiance entre les partenaires et le partenariat entre l'université et l'industrie. Ali Lamrani, je vous remercie pour cet éclairage. Merci. Et le soutien à l'entreprise nationale était au cœur des débats cet après-midi au Parlement. Le chef du gouvernement, Saïd El-Athmani, a répondu aux questions des députés. Un débat sur la politique gouvernementale et d'appui du produit national. Reportage Mustafa Saïdouni, Abdelhamid Mourabit, le récit et de Rizlan Taïbi. Remplacer 34 milliards de dirhams d'importation par des produits made in Morocco, assouplir les lois concernant les exportations des produits de l'artisanat, encourager le crowdfunding et faciliter l'accès au crédit, ce sont les mesures phares de la promotion de la production nationale que Saad El-Din El-Athmani a exposé dans l'hémicycle. Nous devons remplacer au maximum les produits importés par des produits locaux afin de garder le plus possible de devises étrangères au Maroc et donner un coup d'accélérateur à l'économie. Les réformes entreprises par le gouvernement dans le cadre d'un plan quinquennal et une collaboration publique-privée ne sont pas suffisantes selon certains parlementaires. Les initiatives du gouvernement sont louables, mais il reste encore beaucoup à faire pour aider les artisans et les agriculteurs. C'est un projet de long terme qui demande un programme de 5 à 10 ans afin que le produit marocain soit compétitif et de meilleure qualité. Pour le chef du gouvernement, les mesures adoptées commencent déjà à apporter leurs fruits. Le nombre d'inscriptions au registre national d'auto-entrepreneurs a dépassé les 230 000 en juin dernier, un chiffre record qui a permis à plusieurs acteurs de sortir du marché informel. Les cours ont repris après la fin des vacances, de la fin du premier semestre. Le ministère de l'Éducation nationale annonce dans ce sens la reprise des études et de la diffusion des cours sur les chaînes de télévision At-Taqafia, l'Ayoun et Amaziria, ainsi que sur la plateforme Telmid TIS. Nous ouvrons la page culturelle de ce journal avec un petit portrait de Mohamed Achaour, réalisateur, scénariste et producteur. Ce natif de Casablanca a découvert le cinéma à l'âge de 7 ans avec Le Voleur de Bagdad. Plus tard, il a repris le ciné-club de la faculté de lettres de Mohammedia où il affine ses connaissances cinématographiques. En 2006, il réalise son premier court-métrage, Percussion Kid. S'en suivront plusieurs projets, parmi lesquels le film L'Hajjat, son dernier long métrage. Et Mohamed Achaour a décidé de passer du cinéma aux planches. Pour nous parler de ce tournant dans sa carrière, l'artiste est l'invité salon de ce journal.
Mohamed Achaour, bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Merci pour l'invitation. Alors, qu'est-ce qui a motivé ce choix, ce tournant dans votre carrière du cinéma aux planches? Je pense que c'était un désir d'un enfant. Depuis que j'étais gamin, je voulais faire rire les gens et donc je me suis dit à un moment donné, il faut que je passe à l'acte. Et depuis 2 ans, je prépare ce projet-là qui me tient à cœur et très bientôt, j'espère après le Covid. Alors justement, c'est quoi ce one-man show? De quoi il parle? Tout simplement, il parle de ma vie, mon enfance, moi. Voilà, donc avec beaucoup d'ego, mais je pense que beaucoup de gens vont se retrouver dans mes histoires à moi, puisque j'ai une enfance marocaine, où j'étais à l'école publique, etc. Donc beaucoup de gens, il y aura beaucoup d'identification à ce niveau-là. Alors, est-ce que c'est pas risqué de miser sur un projet comme celui-ci, dans un contexte pareil, où les salles sont fermées? Oui, mais je pense qu'un artiste qui ne prend pas de risque est un artiste qui est voué à stagner. Donc pour moi, oui, il y a une situation extraordinaire. Je pense que demain, les salles ouvriront, sinon on trouvera d'autres solutions. Il y a les réseaux sociaux, il y a d'autres plateformes effectivement qui peuvent remplacer pour l'instant la scène. Alors, je sais qu'il y a un autre projet sur lequel vous travaillez, un long métrage. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? En fait, c'est un projet en autoproduction, c'est-à-dire que je vais le produire moi-même. Ça parle d'une histoire d'amour. Je pense qu'on a tous soif de voir de l'amour entre nous, en famille, de l'amour de l'autre, etc. Donc, c'est quelque chose que j'avais réfléchi avant le Covid et aujourd'hui, j'ai encore plus envie, besoin de moi-même de m'exprimer par rapport à ce sujet-là. Alors justement, est-ce que c'est un film qui véhicule un message en particulier? L'amour. L'amour, voilà, c'est le plus beau des messages. Alors pour vous, comment est-ce que la crise du Covid-19 a basculé le modèle du cinéma marocain? Je pense qu'on était dans un modèle assez fragile parce que malheureusement pour l'instant il n'y a que l'État qui subventionne, donc le privé ne fait presque rien malheureusement pour ça, il devrait s'investir un peu plus comme ailleurs. Donc aujourd'hui tout le monde s'est retrouvé dans le statu quo avec toutes les restrictions au niveau des tournages, etc. Et puis des restrictions budgétaires aussi. Je pense qu'il y a des tentatives par-ci par-là. Moi-même, j'ai fait un court-métrage pendant le confinement, en filmant avec mon appareil photo, enfin mon téléphone. Je pense qu'on peut s'en sortir avec d'autres outils. Il faut juste trouver des solutions pratiques et être dans la créativité. Alors, beaucoup d'artistes, pendant cette période du confinement, n'ont eu pour seule alternative que le digital. Est-ce que c'est quelque chose de frustrant pour un artiste ou finalement c'est aussi un espace où on peut s'exprimer? Non, pas du tout. Je pense que c'est un espace où on peut s'exprimer. Il y a beaucoup d'avantages sur le digital. Il y a beaucoup plus de liberté à s'exprimer, à toucher des sujets, un public différent. Au niveau des coûts de production sont beaucoup moins important que sur des plateformes classiques, etc. Je pense que il faut travailler sur les deux et je pense qu'aujourd'hui, heureusement qu'on a le digital et d'ailleurs l'exemple c'est que des plateformes mondialement connues ont gagné des millions de dollars pendant le confinement. Mohamed Achaour, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Pour clore ce journal, je vous propose de découvrir ces rares images de la capitale fédérale américaine entièrement recouverte de neige. Un épais manteau blanc a recouvert Washington. C'est le résultat de fortes chutes de neige qui se sont abattues sur la côte est ces dernières 24 heures. Visiblement, les habitants de la ville semblent plutôt ravis. Ils se sont retrouvés près des bâtiments emblématiques de Washington, comme le Capitole, pour profiter de ce moment rare et se lancer dans des batailles de boules de neige. Avant de nous quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce journal. Le Maroc et le Nigeria, 2 poids lourds du continent africain, déterminés à renforcer davantage la coopération. Sa Majesté le Roi a eu un entretien téléphonique avec le président de la République fédérale du Nigeria, Muhammadu Buhari. La campagne nationale de vaccination se poursuit à un rythme soutenu. Plus de 200 000 personnes ont été vaccinées contre le Covid-19 jusqu'à ce soir, 18h. Nous étions aujourd'hui avec des éléments de la garde royale qui ont reçu la première dose du vaccin. Prolongation du couvre-feu et des restrictions pour 2 semaines supplémentaires. Quel est l'impact du confinement sur les Marocains? Salim Abnabou a répondu à cette question dans sa chronique Un regard sur la société.
L'innovation, un impératif de pérennité pour l'entreprise, surtout durant ce contexte de crise sanitaire. Pour en parler, le président du comité innovation et investissement au sein de l'agence de développement et du digital, Ali Amrani, était l'invité de ce journal. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par Zakaria Ait Abdelmjid. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain si tout va bien. Excellente soirée à tous.